Bonjour et bienvenue sur le live du vendredi, comme tous les vendredis. J'espère que vous avez passé tous une bonne semaine. En tout cas, nous, on a passé une très bonne semaine. À préparer ce merveilleux live. J'avais pas trop envie, C'était un peu la flemme, mais bon. Bref, c'est pas grave. Et donc, ce soir, comme vous pouvez le lire en dessous, c'est un live sur l'aura. Alors, qu'est-ce que l'aura ? Parce qu'il faut commencer par ça déjà. Alors, je pense que tout le monde connaît l'aura de toute façon de nos jours. L'aura, alors c'est l'aura, L''aura, c'est pas l'aura de Johnny Hallyday. L'aura, non, c'est pas ça, c'est l'aura. C'est donc un champ bioélectromagnétique qui entoure tout organisme vivant, que ce soit les animaux, les humains, tout ça, tout ce qui est vivant, il y a ce champ. La fonction, en fait, c'est une interface entre notre énergie interne et l'environnement extérieur. C'est quelque chose qui est autour de nous et qui fait le lien entre les deux. Alors, de base, il y a 7 couches principales dans l'aura, qui sont les corps subtils, qui sont interconnectés aux chakras. Donc, les 7 chakras que nous connaissons tous. Donc, de toute façon, nous allons surtout parler de trois couches, les principales, parce qu'on ne va pas faire les 7. Peut-être que je vous ferai un autre truc sur les chakras un jour, je ne sais pas. Voilà, mais pour l'instant, on va faire la carte des couches principales. Donc le premier, c'est le corps éthérique, c'est-à-dire le double physique, et c'est le plus proche de la peau. C'est de 1 à 5 cm sur votre peau. C'est là que se reflète la santé physique. Si on a mal, par exemple, au dos, aux pieds, en fait, c'est là que ça sature. Et c'est là qu'on peut le voir. Il y a aussi le corps astral, c'est-à-dire l'émotionnel, qui est la deuxième couche. C'est celui qui change de couleur selon si on est d'humeur à rire ou d'humeur désespérée ou triste ou n'importe quoi. C'est le plus instable. Celui-là, il change régulièrement, il n'est jamais le même en fonction de nos sentiments et de comment on se sent au niveau mental. Le corps mental, le troisième, donc celui-là, c'est le quartier général de la réflexion. Chez ceux qui intellectualisent tout, il est souvent très développé et voire des fois un peu trop rigide. L'erreur classique des gens, de toute façon, c'est penser que l'aura est une décoration statique. En fait, pas du tout. L'aura change tout le temps. C'est un système de défense et de communication. Sans une aura tonique, en fait, on ramasse tout ce qui se passe, toutes les poubelles émotionnelles des autres. Il y a les fuites dans l'aura. Une aura peut être trouée par des chocs physiques ou émotionnels. Dans ce cas-là, le magnétisme, par exemple, peut intervenir pour le soigner. On ne fait pas de magie, on colmate les brèches, en fait, pour éviter la déperdition d'énergie. Mais tout ça, on va le voir plus tard. La couleur, alors, la couleur, l'aura, il ne faut pas se focaliser sur la couleur. Par exemple, une couleur terne ou sale n'est pas pire qu'une couleur flamboyante. C'est juste qu'elle est plus révélatrice qu'une couleur flamboyante. En fait, c'est la clarté de l'aura qui compte, ce n'est pas la couleur qu'elle a. Maintenant, nous allons parler de l'historique. L'aura, en fait, ça existe depuis des millénaires. C'est pas une invention de maintenant. En fait, mais ça n'avait pas le même nom, ou ça n'avait pas la même signification. Par exemple, si on commence il y a très 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 longtemps, en Inde antique, par exemple, ça s'appelait le prana, le kosha. C'était des enveloppes de l'âme autour du corps. C'était considéré comme quelque chose qui enveloppait l'âme. En Égypte antique, ça s'appelait le ka ou le ak. Ça ressemble un peu à du Klingon, comme langue. Ka, ak. Voilà, c'est un peu Klingon. Donc en fait, pour eux, c'était le corps lumineux ou le double spirituel. C'était quelque chose qui était comme un double de nous, mais autour de nous. En Grèce, en fait, ça a commencé à s'appeler l'aura, justement. Ça veut dire souffle, la brise ou l'émanation. Parce qu'en fait, c'est un peu quelque chose qui émane de nous et tout ça. Ensuite est venu le Moyen-Âge, où on appelait ça une auréole ou un halo. Alors ça, là, au Moyen-Âge, c'était surtout des représentations graphiques de la sainteté. C'est-à-dire que c'était réservé aux élus, c'était pas le peuple, c'était juste les saints, des trucs comme ça, qui avaient une auréole. Ensuite est arrivé le néo-ésotérisme, où là, on a appelé carrément aura, a été standardisé par la
théosophie à la fin du 19e siècle. Le rebranding par la théosophie, c'est là qu'on a commencé à codifier les couleurs comme un catalogue de mode. Alors on va commencer par les pionniers, parce qu'en fait, vous savez que j'aime expliquer par la science les choses dont on parle en ésotérisme. Et en fait, il y a eu des pionniers sur l'aura pour savoir plein de choses dessus. Alors nous allons commencer par le baron Karl von Reichenbach en 1845, donc vous avez la photo là. C'est l'homme qui a théorisé la force odique. C'était pas un gourou, pas du tout, c'était un chimiste industriel qui a passé des années à isoler des personnes sensibles dans le noir complet pour leur faire décrire des émanations des objets. Il faisait des recherches. Il a conclu qu'il existait une énergie universelle qu'il a nommée l'Ode. L'-O-D. L'Ode. C'est le premier à avoir tenté de classifier les couleurs et les polarités. Le côté gauche du corps n'aimait pas la même couleur que le droit, par exemple. Il a codifié donc tout ça dans des livres ou des revues de l'époque afin de quantifier, de classifier. Plus tard, donc en 1911, le docteur Walter John Kilner, c'est un médecin qui a utilisé des filtres chimiques pour diagnostiquer les auras. Il était médecin à l'hôpital Saint-Thomas de Londres et pour lui, l'aura était un outil de diagnostic et il a inventé les écrans de Kilner. Ce sont des plaques de verre remplies de dicyanine, c'est un colorant, et en regardant à travers ces plaques, l'œil devient capable de percevoir un rayonnement ultraviolet proche du corps. Donc il a prouvé que l'aura changeait de forme et de densité avant que les symptômes d'une quelconque maladie n'apparaissent dans le corps physique. Donc il en a déduit que pour certaines maladies, l'aura changeait de telle façon et tout ça. Ensuite, en 1939, Simon Kirlian a un accident de génie. C'est-à-dire qu'il a inventé la photographie haute tension. Donc en 1939, ce technicien russe réparait un appareil d'électrothérapie à l'hôpital et il a reçu une décharge électrique et a remarqué un flash lumineux entre l'électrode et sa peau. Alors, au lieu de juste pester contre la douleur, parce que quand même ça a dû être assez costaud, il a eu l'idée de placer une plaque photographique au milieu. En fait, le résultat était une image montrant des gerbes de lumière tout autour de ses doigts. Et c'est là que, en fait, il a inventé, donc par accident, la photographie Kirlian. Et il a prouvé que si on coupe un morceau de feuille, l'image fantôme de la feuille entière apparaît encore pendant un temps. Ça s'appelle l'effet de feuille fantôme. Donc voilà, il arrive parfois que par accident on découvre des choses, et lui, c'est un accident, mais c'est un accident, un coup de bol. Bon, il aurait pu y passer quand même, parce que quand il s'est pris le jus, mais bon, ça s'est bien passé, et donc il a découvert ça. Donc à résumer, en fait, ces trois personnes ont été des gens qui étaient des gens de science, donc, et en fait, ils ont amené des preuves scientifiques de l'existence de l'aura. Reichenbach, par exemple, apporte la caution historique du chimiste. Kilner incarne l'approche médicale rigoureuse et utilitaire donc pour les maladies, pour pouvoir les prévoir. Et Kirlian, en fait, c'est la preuve technique et la capture visuelle pure, quoi. Voilà. Même si c'est par accident, on ne va pas lui en vouloir non plus. Donc l'aura n'a pas été inventée puisqu'en fait elle a été isolée par des gens qui cherchaient à comprendre la physique du vivant. Reichenbach a vu l'énergie, Kilner l'a utilisée pour soigner. Kirlian a trouvé le moyen de l'imprimer sur papier pour que plus personne ne puisse dire ça n'existe pas. Alors le problème c'est que ces trois personnes, malheureusement, ont été considérées comme des marginaux à leur époque, parce qu'ils faisaient des recherches sur des choses qui n'allaient pas. C'était « Ah là là, mais non, c'est une histoire, ça n'existe pas, on ne peut pas le prouver » et tout ça. Mais bon, eux, ils ont fait leurs recherches, ils se sont fiés à leurs résultats et à leurs mesures, plutôt qu'aux théories des bouquins. Donc en fait, l'aura, c'est juste une signature énergétique du vivant que la science commence enfin à connaître et à travailler dessus. Ensuite est arrivé le néo-ésotérisme et ce sont je vais vous montrer deux personnages qui sont à la base de cette chose, qui sont en fait
comme des architectes du système moderne. Un peu comme quand nous avions parlé des sigils, que le journaliste, je ne sais plus son nom, voilà, machin, a défini les règles modernes du sigil. Et bien là, c'est pareil. Donc ces deux personnes sont Blavatsky, c'est la tête pensante. Elle a mélangé la science, la religion, la philosophie pour créer une doctrine globale. Sans elle, on ne parlerait probablement pas d'enveloppe subtile de cette manière en Europe. Donc elle a été quand même hyper importante. Alors elle, ben, vous vous en doutez bien, hein, c'est celle qui n'a pas de barbe, même si c'est très sexiste ce que je dis. Mais ils s'appellent Elena Petrovna Blavatsky. Voilà. Une russe, donc a priori avec son nom. Donc le monsieur qui s'appelle Charles Webster Leadbeater, et c'est le graphiste de l'invisible. Il a publié L'aura humaine en 1903, et c'est à cause, grâce à lui, voilà, on ne sait pas, que les gens pensent que l'aura doit forcément avoir telle ou telle couleur pour signifier une émotion précise. Alors que ce n'est pas évident puisque nous allons voir plus tard de toute façon. Il a transformé une émanation fluide en un système rigide et catégorisé. Le mec, il devait aimer des boîtes. Voilà, il voulait mettre tout dans des petites boîtes et tout ça. Donc en résumé, si Reichenbach et Kilner cherchaient la réalité physique de l'aura, Blavatsky et Leadbeater, eux par contre en ont fait une mythologie moderne. Ils ont donné des noms, des couleurs, des paillettes, non pas des paillettes, excusez-moi, mais enfin c'est un peu l'idée, que tous les gens utilisent aujourd'hui. C'est comme ça en fait qu'une sensation physique est devenue carrément un système ésotérique complet. C'est la pièce manquante pour expliquer pourquoi on croit l'histoire des couleurs des auras et que voilà, qu'on se base un peu trop sur ça. En fait, ils ont commencé à vouloir codifier l'invisible comme on codifie un circuit, quoi, un circuit imprimé, un truc comme ça. Le problème, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est que c'est le marketing des couleurs ensuite. Le côté agaçant du néo est un peu que cette manie de vouloir donner une définition fixe à chaque couleur, comme si c'était un horoscope, quoi. C'est beaucoup plus subtil. Les anciens, par exemple, s'en foutaient royalement de la couleur, parce que ils regardaient en fait si l'énergie est équilibrée, parce qu'il faut de l'équilibre, comme dans tout, on le dit depuis un moment, il faut que ça soit équilibré, ou si elle était bloquée. Voilà, eux c'est sur ça qu'ils travaillaient, c'est-à-dire on-off, voilà, c'était comme ça. Maintenant, le truc sur l'esthétique de l'aura, voilà, c'est moderne et superficiel, et puis ça fait plaisir aux gens, hein, de toute façon. C'est voilà. Oh mon Dieu, votre aura est tellement belle, elle est rose, elle est bleue, machin. Non, en fait, ce qui est important de savoir, si elle est bloquée, si elle est équilibrée, et si elle est bloquée, il faut faire des choses pour l'équilibrer, pour que tout puisse aller mieux. Maintenant, nous allons attaquer le chapitre comment on récupère des images de l'aura, comment ça fonctionne, comment on capte l'image. Donc en fait, nous allons voir les méthodes. Nous allons voir la fiabilité, c'est-à-dire variable suivant l'outil, hein, forcément. Et l'objectif, en fait, c'est rendre visible l'invisible pour diagnostiquer des fuites. Donc nous allons commencer par l'effet Killian, qui est la photographie à haute fréquence montrant le halo électrique. Ça c'est historique, c'est la base, ça a été prouvé, donc il n'y a pas de problème. Il y a la caméra BioWell, qui mesure la réponse électrophotonique du bout des doigts. Ça c'est scientifique, donc c'est une technique de pro, avec une machine qui existe et qui a été prouvée aussi. Il y a les baguettes ou le pendule, qui est la détection de la limite de champ bioénergétique par résonance. Ça, voilà, c'est de la radiesthésie, c'est de la pratique. Voilà, on verra ça après. Il y a la vision périphérique, qui est l'entraînement de l'œil pour regarder quelqu'un, pour capter les fréquences au-delà du spectre visible. Alors ça c'est empirique, hein, c'est chacun qui peut y arriver ou pas, on va l'expliquer aussi. Et il y a, en dernier, il y a une autre technique qui est
la biorésonance. Et pareil, nous allons en parler plus tard. En fait, ça mesure la résistance électrique sur des points sur le corps. Nous allons commencer avec l'effet Kirlian, qui en fait donc est une photographie. Alors je vais vous montrer plusieurs photos. En voilà une déjà qui est affichée. Voilà, vous avez vu, on a pris une main, on l'a passée à cette photo, et voilà, nous voyons des choses autour. Une deuxième, ah ouais, il y a le nom au milieu, hein, parce que j'ai pas enlevé, mais c'est où j'ai trouvé la photo. Parce que je n'ai pas d'appareil photo pour faire des effets Kirlian. Donc voilà, sur une feuille, une simple feuille, pareil, on voit des effets autour, un halo électrique. Ensuite, nous avons une autre photo avec des fleurs, cette fois-ci, vous voyez. De toute façon, c'est possible avec tous les êtres vivants, hein, de toute façon. Donc voilà, c'est très joli en plus, ça donne de très jolies choses et ça montre le halo électrique autour du corps physique. Ensuite, nous passons à la technologie, c'est-à-dire la caméra BioWell. C'est celle qui a été inventée, c'est un jouet, voilà, un jouet ultime, enfin c'est un jouet dans le sens, ça doit être très amusant de le faire. C'est pour ceux qui veulent des preuves, en fait. On scanne les 10 doigts, et un logiciel recalcule l'état des chakras, de l'aura et tout ça. C'est basé sur l'émission d'électrons, on ne parle plus de ressenti, on parle de pixels et de joules, c'est-à-dire en fonction de l'image qu'on a. C'est un outil parfait pour fermer le clapet aux sceptiques, hein, de toute façon, parce qu'on voit des choses. Alors, ça a été développé par le docteur Konstantin Korotkov, c'est de l'imagerie par décharge de gaz. C'est du, alors pour le terme technique, hein, c'est du GDV. Alors on scanne donc les 10 doigts un par un, le logiciel analyse au fur et à mesure les flux et d'électrons et reconstruit mathématiquement l'aura complète. Alors l'alignement du milieu du ciel, c'est-à-dire les chakras, le niveau de stress des organes, etc. On obtient des photographies assez précises, des courbes d'énergie, et une silhouette entourée d'un champ plus ou moins dense ou fragmenté. Voilà, une image, voilà, là vous voyez comment est la machine, et sur le côté droit, vous voyez, il y a les chakras, bon ils ne sont pas hyper bien représentés, enfin l'image, vous avez une silhouette de personnage avec les chakras, alors à droite vous avez les chakras bien alignés, et là le logiciel vous donne des chakras, lesquels sont dans le plus, dans le moins, lesquels il faut réaligner. En fait, vous avez donc une image de personne avec un aura autour, avec des couleurs, et grâce au logiciel, donc, il calcule exactement quel chakra il faut travailler ou pas. Ensuite, c'est la méthode un peu pirate, c'est-à-dire celle avec les baguettes de Elrod ou pendule. Alors, vous connaissez les baguettes, hein, c'est le truc qui est comme ça, qui tourne, machin, et en fait, alors, j'ai pas de vidéo sur ça par contre. Hein. Bon, c'est en fait, on prend les baguettes de sourcier, on marche vers la personne et quand les baguettes commencent à se croiser, on a touché la limite de son corps éthérique. Voilà, c'est physique, c'est net. Certaines personnes y arrivent, d'autres n'y arrivent pas, mais voilà, on peut le prendre aussi. Ensuite, il y a l'œil humain, c'est-à-dire que vous pouvez faire avec le contraste. Alors je ne sais pas si vous connaissez les images en 3D, là on dirait ça fait des images toutes bizarres avec plein de couleurs, et il faut regarder à travers l'image et vous voyez un truc qui ressort en 3D. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais là c'est un peu pareil. Pour voir l'aura sans machine, en fait il faut saturer les bâtonnets de notre rétine. Et en fait, il faut mettre la personne devant un grand mur blanc, mais vraiment blanc et tout ça, et le regarder, mais sans le regarder. C'est-à-dire soit en regardant à travers la personne, soit au-dessus. Voilà, ça peut être une aide. Vous regardez au-dessus, derrière lui. Et en fait, au bout d'un moment, vous allez voir une espèce de sorte de brume autour de lui, de chaleur, des contours un peu grisâtres et tout ça. Et en fait, c'est la première couche, c'est celle dont on parlait au début, c'est la plus dense. Et là, vous pouvez voir à peu près où elle se trouve. Ensuite, nous avons un autre truc qui s'appelle la biorésonance. Alors, la biorésonance, c'est un truc hyper rigolo. Personnellement, je l'ai fait.
c'est très très drôle. On va chez quelqu'un, là, on est content, et on voit une personne, il a une machine. De cette machine, il y a une électrode, le truc rond complètement à droite là, qui vous met dans votre main, et avec l'autre, le stylo, l'espèce de stylo, il va taper sur des points sur votre corps, et sur le scanner, on dirait un oscilloscope en gros, machin, ça fait des trucs comme ça, et ça fait des bruits, ça fait... Et en fait, avec ça, suivant où il clique sur votre corps, la conductivité, en fait, fait qu'elle trouve s'il manque quelque chose ou pas. C'est très bizarre, c'est même très rigolo, mais ça permet aussi de calculer une aura, si vous allez le voir. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que dans les points que l'on touche, en fait, ce sont des points d'acupuncture. Voilà. Il clique dessus et en fait, ça donne ces sons. Ce qu'ils font aussi, c'est que ça peut servir aussi pour trouver, enfin, grâce à la résonance du corps, avec des substances. C'est-à-dire que des fois, on peut vous dire de tenir dans votre main certaines substances, par exemple du calcium, des minéraux, des allergènes, et vous avez ça dans votre main, et il recommence à passer sur tous les points du corps, enfin, qui cherche, et en fait, il va vous dire, vous manquez de calcium, vous manquez de sels minéraux, vous manquez de ça, de la chose que vous avez à la main. C'est vraiment une machine qui mesure la résistance électrique des circuits internes, des méridiens, et donc grâce à ça, il peut en déduire. Après, par contre, si la personne vous dit oui, grâce à ça, je peux prédire l'avenir, je peux voir des démons ou n'importe quoi, bon, vous partez, hein, vous ne payez pas, vous vous cassez parce que c'est un charlatan. Voilà. Mais par contre, pour trouver les minéraux qui vous manquent ou calculer si sur votre corps ça va bien, un peu comme le BioWell, ça vous donnera un peu des idées sur le chakra qu'il y a à travailler. Celui qui a inventé ça d'ailleurs s'appelle le docteur Vol, V-O-2-L. En fait, lui, sur ses points d'acupuncture, où l'acupuncteur met des aiguilles pour modifier le flux, en fait, le praticien en biorésonance, en fait, utilise le stylet pour mesurer le flux, pour savoir s'il passe ou pas. Voilà, c'est la différence. L'autre, il le modifie, et l'autre, il vérifie si ce flux existe ou pas. Il a quand même ajouté des propres points, comme je vous le disais, qui s'appellent des points de mesure, pour être encore plus précis sur certains systèmes, comme par exemple la dégénérescence nerveuse ou lymphatique, que l'acupuncture en fait traditionnelle ne gère pas. Voilà, c'est un truc assez intéressant. Et donc l'acupuncture, enfin le plan, c'est le plan du réseau électrique de notre corps, puisque c'est sur ça qu'influent les acupuncteurs. Et la biorésonance, c'est le multimètre qui vient vérifier si tout se passe bien, enfin si les circuits, si le flux passe ou pas. Alors on peut se demander concrètement à quoi ça sert de voir l'aura, forcément. Mais en fait, ça peut être de la protection pour éviter l'effet éponge dont on avait déjà parlé, et de ramasser toutes les poubelles émotionnelles qui sont autour de nous, qu'ont les autres en face de nous. Ça peut être de la maintenance prédictive, parce qu'en fait, si on détecte les trous, les fuites de notre aura avant que la douleur physique ou les problèmes arrivent, c'est-à-dire les inflammations, des trucs comme ça, ça peut être donc intéressant aussi. Et le dernier, c'est utiliser le magnétisme pour colmater les brèches et accélérer la cicatrisation. Donc en fait, on peut agir sur ces trous et tout ce qui est décalage de chakras et tout ça. Par exemple, pour la protection, le diagnostic précoce et l'optimisation énergétique, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que par exemple dans le domaine de la santé, il y a la détection des trous ou zones de vide qui font qu'on peut anticiper une maladie avant qu'elle ne soit physique, puisqu'elle est déjà dans notre corps mais qu'elle se prépare. Il y a le domaine social qui est la gestion de la distance de sécurité, de la proximité envers les autres, afin d'éviter le vampirisme énergétique en public, ou même avec des gens de votre famille ou vos amis et tout ça. Voilà, mais bon, surtout en public, dans la rue et tout ça. De la thérapie, c'est-à-dire le nettoyage des miasmes et des larves énergétiques.
c'est récupération rapide et être mieux, machin. Et business, on peut aussi avoir l'analyse de l'impact de notre présence, c'est-à-dire maîtriser notre charisme et notre influence en réalité, dans la vie courante. Au niveau protection, l'aura, on peut l'imaginer comme un bouclier électromagnétique qui en fait empêche les choses qui viennent sur nous. C'est-à-dire, si elle est poreuse, forcément, on va ramasser toutes les émotions des gens qu'on croise. Donc, il faut apprendre à fermer son aura. C'est comme activer un VPN ou un antivirus. Voilà. C'est vraiment, ça nous permet d'être bien. On navigue dans la foule sans que personne ne puisse nous hacker notre morale ou notre énergie. En fait, l'aura, en gros, sert à filtrer ce qui entre dans notre champ, à détecter les menaces avant qu'elles arrivent, enfin qu'elles arrivent, qu'elles ne frappent, parce qu'en fait elles sont déjà là, voilà, mais avant qu'elles ne frappent, et de garder notre corps propre, au niveau spirituel bien sûr. Alors peut-être allez-vous vous poser la même question que je me suis posée, c'est si c'est prouvé, donc on a des données techniques, qu'on a eu des études sur le fait que de voir qu'il y a un trou dans l'aura fait que c'est peut-être une maladie qui va attaquer ou quelque chose qu'on peut résoudre à l'avance, pourquoi on ne passe pas un examen avec ces machines afin de le savoir? Parce qu'en fait, on se demande, ça serait tellement plus simple, parce qu'en fait, si on attaque la maladie qu'elle est vraiment tout à fait au début, c'est quand même vachement plus agréable et facile à traiter que si on attend qu'elle se déclare. Et bien justement, parce que Kilner donc voyait les maladies en 1911 et Kirlian a photographié l'énergie en 1939, on devrait avoir un auragramme qui serait remboursé par la Sécu. La réponse en fait est un mélange de lobbying, de normes, de preuves et de conflits d'intérêts. Voilà. Alors, on a des preuves dans le sens qu'il l'a fait, il s'est aperçu, mais vous savez que pour que quelque chose passe vraiment, il faut vraiment faire des études dessus, on a complètement laissé tomber ça. Et je pense que les deux autres problèmes, le lobbying et le conflit d'intérêts, est quand même vachement plus intéressant. Le conflit, c'est que la médecine moderne soigne l'organe, mais l'aura concerne l'énergie. Donc c'est un peu, c'est un peu trop spirituel, machin pour eux. Et en fait rejeté en pseudo-science parce que ce n'est pas standardisé selon les protocoles de Big Pharma, forcément. Par exemple, la raison donc de l'instabilité, l'aura change selon l'émotion. Je veux dire, si vous êtes en forme, elle sera différente de l'autre. Donc en fait, on ne peut pas figer une mesure. C'est-à-dire, par exemple, pour des relevés sanguins, on a des normes. Tant, voilà. Alors que sur ça, on ne peut pas figer des normes, puisque ça bouge. Il n'y a pas un étalon universel de l'aura. Certains auront une aura d'une certaine couleur, d'autres d'une autre. Voilà, c'est un peu compliqué. Le manque de profit aussi, parce que le problème, c'est on ne brevette pas une aura. Je veux dire, ça serait un peu compliqué, quoi. Ouh là là, toi, tu as une aura, tu vas nous payer quelque chose. Voilà, non, on ne peut pas. Donc, il est plus rentable de vendre des molécules. Sachez déjà que, par exemple, on sait très bien que le cannabis fait des choses hyper intéressantes en médecine, mais le cannabis ne coûte rien. À produire, c'est du chien-dent, quoi. Je veux dire, ça pousse partout et tout. Et donc, ils travaillent depuis des décennies à essayer de faire la molécule de cannabis en synthèse. Parce que là, ils pourront faire payer très cher. Voilà, c'est un peu ça, le profit, c'est ça. Ensuite, il y a le dogme médical. Si on admet l'aura, eh bien, on va admettre que l'esprit influence la matière. Ça casse un peu le bordel, hein, quand même, dans l'histoire. Même si des fois, quand même, on sait que la matière est plus forte. Hein, parce que quand vous avez envie de pisser, par exemple, vous avez beau vous concentrer avec votre esprit, la matière va gagner. Hein. Mais je veux dire, il y a des cas où c'est le contraire. Mais ils ne veulent pas le reconnaître. Et c'est le problème. Et après, il y a le matériel qui est coûteux. Mais enfin, ça, c'est une autre chose. Parce qu'un scanner, alors, à fabriquer, ça ne coûte rien. Hein, mais à vendre, ça coûte très cher. J'ai bossé dans un truc comme ça où ils essayaient de vendre des scanners, mais ça me rendait fou, quoi. Parce que les mecs, au lieu de dire...
ils travaillaient pour les hôpitaux, on réparait les scanners, en vrai. Et quand on avait les pubs de Siemens, par exemple, je ne sais pas, moi je serais Siemens, je dirais, regardez, avec notre merveilleux scanner, nous allons soigner plein de gens, nous allons les guérir, nous allons trouver... Non, en fait, dans la pub, ce qui est écrit tout le long de la pub, c'est... Regardez, avec cet appareil, vous allez pouvoir faire payer très cher la consultation et gagner beaucoup d'argent. Ça m'a toujours un peu dégoûté, mais enfin bon, voilà. Et donc les appareils sérieux qui sont du type BioWell, en fait, c'est vraiment des appareils qui ne sont pas fabriqués en grande quantité, parce qu'elles restent dans des niches de recherche privées, donc ils ne les fabriquent pas en grande quantité, donc en fait les tarifs ne descendent pas, contrairement aux scanners et aux IRM. Voilà, bref. Donc en fait, voilà, c'est toutes ces raisons qui posent un problème. On aime bien le tout chimique, c'est un peu embêtant de dire, oui, mais en fait, ça serait pas mal de penser que peut-être l'esprit pourrait... Voilà, non, ils ne veulent pas, et de toute façon, c'est comme ça, on ne peut pas se battre contre ces gens-là. Après, on peut le faire, mais ça coûte très très cher, voilà, c'est le souci. Et surtout, il y a un problème de tomber sur des charlatans, dont je parlerai plus tard d'ailleurs. Voilà. En plus, il y a la police de la pensée, ne l'oublions pas, scientifique, qui admettre l'aura, c'est valider déjà d'une part le magnétisme, l'acupuncture, tout ce qui est thérapie dite alternative. Et ça pose un problème à beaucoup de gens, de valider ces choses-là. Donc, ils préfèrent garder des choses mesurables avec un scanner à 2 millions d'euros qu'il n'y a qu'eux qui peuvent avoir, parce que voilà, c'est... Et que d'accepter le fait qu'on peut résoudre certains problèmes. Alors, je dis bien certains problèmes, voilà, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. La médecine peut aider sur plein de choses, mais bon, on sait quand même que... Voilà. Si on arrêtait de donner à manger n'importe quoi aux humains, de leur faire respirer de la merde, et qu'on ne changeait pas les pyramides de la nutrition, quand on a viré le gras et qu'on a mis le sucre à la place tout en haut, peut-être qu'il y aurait moins de problèmes, sauf que le diabète, les cancers, ça rapporte énormément. Et ce n'est pas le fait de guérir les gens qui rapporte, c'est le fait de les traiter. Donc bon, c'est un autre sujet, voilà. Je vais donc, dans ce chapitre, je vais vous parler des protocoles de fermeture de l'aura. C'est-à-dire qu'elle est abîmée et tout ça. Je vais vous donner quelques protocoles. Alors, ce n'est pas les seuls, il y en a plein, vous pouvez les adapter, vous pouvez en chercher d'autres, il n'y a aucun problème. En fait, par exemple, pour commencer, il y en a un, c'est le verrouillage physique, c'est-à-dire croiser les membres pour boucler le circuit électrique. Il faut rétracter le champ énergétique pour le rendre dense et hermétique. Alors vous pouvez vous en servir dans les transports en commun, les hôpitaux, les réunions de famille toxiques et tout ça. L'effet, c'est la sensation de solidité, de la baisse du stress environnant, invisibilité énergétique. Voilà. Donc en fait, pour le premier, le verrouillage, en fait c'est la plus simple. Quand on est en public, on croise les chevilles et on joint les mains. Ou on croise les bras, n'importe. Mais voilà, on croise les membres. Donc, les pieds et ça. En fait, pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, on crée un circuit fermé avec notre propre courant électrique en faisant ça. L'énergie ne fuit plus vers l'extérieur et donc celle des autres ne rentre plus par les points de sortie, c'est-à-dire les mains, les pieds et tout ça. C'est un mode économie d'énergie de l'aura. Ensuite, il y a un deuxième système qui s'appelle la fermeture éclair. Alors, la fermeture éclair, il faut que vous visualisiez une fermeture éclair qui part de votre pubis et qui remonte tout droit jusqu'au menton. Donc, on mime le geste avec la main en remontant lentement cette fermeture éclair et en fait, ça aligne les chakras et ça ferme l'accès complet à notre plexus solaire, là où les gens viennent pomper notre énergie. Voilà. C'est vraiment c'est radical pour arrêter de se sentir vidé après un appel avec quelqu'un qui est fatigant ou avec votre patron, une réunion avec votre patron ou avec n'importe qui vous prend la tête. Qui vide votre énergie. Voilà, vous imaginez de votre pubis jusqu'à votre cou et vous imaginez fermer cette fermeture éclair.
Ensuite, le troisième, je vais vous le donner, en fait, c'est la coque de réflexion. Donc là, il faut imaginer que notre aura se rétracte pour ne faire qu'une couche de 10 à 20 cm autour de nous. Mais qu'elle devienne très dense, c'est-à-dire que vous comprimez votre aura pour qu'elle devienne très 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 dense, comme du métal un peu, ou du verre blindé. Et en fait, si vous faites ça, donc elle va se contracter et empêcher tout le reste de rentrer. Si on ajoute une surface miroir, par exemple, orientée vers l'extérieur, tout ce qui est envoyé vers nous, en fait, c'est-à-dire les critiques, les jalousies, les mauvaises humeurs et tout ça, rebondit et repart à l'envoyeur sans nous effleurer. Nous, on reste au calme à l'intérieur de notre corps, voilà, on est tranquille. Voilà, les 3 méthodes les plus courantes. Donc après, je vous dis, vous pouvez en chercher d'autres, vous pouvez même en imaginer, hein. Voilà, rien n'empêche que ce soit vous qui imaginiez une méthode. Parce qu'en fait, l'aura donc est élastique. Si on la laisse flotter autour de nous comme elle veut, elle ondule comme ça. Ondule, fait l'amour à la caméra. Voilà. Ça va ramasser. Ça ramasse tout ce qui est autour, toutes les mauvaises ondes, les mauvaises pensées et tout ça. Si on la rétracte, en fait, et qu'on la verrouille, eh bien, on devient une espèce de forteresse et on empêche ça de ramasser tout ce qui est autour. Et c'est à nous d'imaginer cette aura, c'est toujours de l'intention et tout ça. Et il faut vraiment décider de la taille du périmètre de sécurité autour de nous. Et d'ailleurs, vous verrez, il y a des gens, les périmètres où ils se sentent envahis sont différents d'une personne à l'autre. Voilà, c'est un peu cette idée-là, vous décidez. Alors nous allons attaquer la dernière partie de ce live avec les charlatans. Eh oui, vous savez sûrement que c'est ma partie préférée, hein, débusquer des charlatans et me moquer. Hein, j'aime beaucoup. Donc en fait, il faut utiliser un détecteur de mythos, hein, forcément, comme dans plein de choses en ésotérisme. Par exemple, je vais vous donner quelques red flags comme ça. Le red flag numéro 1, c'est la flatterie. Alors, votre aura est divine. Alors ça, voilà, non, ça c'est un red flag. Red flag numéro 2, la peur. Votre aura est noire, vous allez mourir. Non, ça non plus, c'est pas bon. Le red flag numéro 3, qui est le tiroir-caisse. Il faut 10 séances pour la recoudre. Hein. Votre aura, elle est trouée, il en faut quand même au moins 10 séances. Et le dernier, qui est un cas assez courant, hein, si vous regardez des lives sur TikTok ou sur YouTube et tout ça, c'est celui qui mélange tout, l'intellect dans le cœur, l'intuition dans le ventre, et finit par vendre de la conscience christique en libre service. Voilà, ça c'est l'apothéose, c'est du n'importe quoi. Donc en fait, pour détecter donc, ces charlatans, alors le profil type, c'est quelqu'un qui est un flatteur excessif ou un prophète de malheur. L'arme favorite, c'est le jargon pseudo-scientifique, où vous comprenez à moitié, il utilise des mots un peu bizarres, des mots grandioses, le maître, du machin, tout ça, et mélangé à du sentimentalisme. Voilà, ça faut éviter. Et leur but, c'est créer une dépendance, bien évidemment, financière ou émotionnelle, mais qui serait quand même financière, parce que de toute façon, c'est pour vous pousser à revenir le voir. Alors par exemple, ceux qui disent, quand ils disent votre aura est dorée, divine, elle a des jolies couleurs, non, ça, il faut arrêter les jolies couleurs, c'est pas forcément, comme je vous ai dit au début, c'est pas parce que votre aura n'a pas une couleur hyper chaude, hyper machin, qu'elle est mauvaise. Voilà, on a besoin d'informations sur comment est votre aura, si elle est rigide, si elle est trop lâche, si elle est cassée, si elle a un trou et tout ça. Donc eux, c'est de la flatterie de l'ego pour endormir les gens, hein, de toute façon. Mais ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment. Qui ont, voilà, le gros ego est un peu incompatible avec le petit portefeuille. Voilà, parce qu'en fait, si vous avez un gros ego, votre portefeuille, vous risquez de perdre. Sauf si vous êtes du côté du charlatan. Hein. Forcément, si vous êtes un charlatan, là, si vous avez un gros ego, vous avez un gros portefeuille. Grâce aux gens qui ont un petit ego, qui en veulent plus
et qui veulent qu'on s'intéresse à eux, parce que beaucoup de gens veulent qu'on s'intéresse à eux. C'est pas vraiment savoir le truc, c'est s'intéresser à eux et entendre des choses positives. C'est pour ça que, par exemple, dans notre thème astral, eh bien, on ne lit pas que des choses positives. Quand vous lisez un thème astral, eh ben, c'est souvent que votre signe fait ci, fait ça, il est merveilleux et tout. Et il y a très peu de choses négatives. Et c'est ça le problème. Hein. Donc là, il y a un risque élevé de manipulation, méfiance. Ceux qui vous parlent, au contraire, pour vous faire peur, eh ben, c'est elle est noire, vous allez mourir, patati, patata, créer une peur, panique. Donc là, c'est pareil, c'est critique, hein, c'est une extorsion de sentiments, parce que quelqu'un qui a peur est très facile à manipuler. On le voit en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde. Ceux qui vous disent qu'il faut 10 séances pour la nettoyer, c'est la vente d'un abonnement inutile, parce qu'on va le voir, après je vais en parler. Les méthodes, c'est pas à lui de faire, c'est à vous, hein, de fermer votre aura, de la réparer et tout. Voilà. Donc là, c'est un problème financier, c'est une arnaque. Et seul moi peux voir votre aura. Alors là, c'est le monopole du savoir, le gourou, le maître, l'élu. Voilà. Et là, c'est sectaire et c'est de l'emprise. Donc, il faut faire attention. Une aura, comme je l'ai dit, se répare en grande partie par l'hygiène de vie, la respiration, les exercices simples comme par exemple la fermeture éclair que je vous ai dit. Un vrai pro ne va pas vous faire les choses pour vous. Un vrai pro va vous donner des outils pour être autonome. Le piège de la couleur fixe, on le sait maintenant, l'aura change tout le temps de couleur en fonction de plein de choses. Donc si la personne, tu as une aura bleue, donc tu es un être de lumière communicateur. Non, arrêtez de croire à ça. C'est pas ça qu'on juge sur l'aura. L'aura change, donc suivant ce que l'on ressent, ce que l'on fait, si on est en colère, si on vient de faire du sport, si on vient de se reposer. Non, en fait, c'est une photo instantanée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... l'aura est à un instant T. Moi, je préfère instant I, mais enfin bon, instant T, on dit. Dans 2 jours, elle aura changé de couleur. Donc, celui qui dit votre aura est merveilleuse, vous êtes l'élu, non, il ne faut pas le croire. C'est vraiment vous vendre un côté, une identité spéciale pour que vous soyez validé, que vous soyez vraiment la personne merveilleuse. Voilà, donc vous esquivez ça. L'absence de résultats concrets, par exemple, c'est un gros problème parce qu'un travail sur l'aura a un effet physique pratiquement immédiat. Enfin, immédiat, le temps de travailler dessus. Mais après un nettoyage, par exemple, si on ne sent pas un mieux-être, un changement de température, un poids en moins sur les épaules, un regain d'énergie immédiat, c'est que le type, il a brassé beaucoup d'air, c'est un ventilateur. Le magnétisme va mieux marcher, mais il faut que vous sentiez la chose en vous. C'est hyper important. Donc en fait, rappelez-vous qu'un bon praticien, parce qu'il en existe, hein, franchement, il y a plein de bons praticiens, mais souvent ils sont beaucoup plus discrets, beaucoup plus humbles que ceux qui vous font plein de choses autour de vous, qui secouent des choses, tout ça. Le spectacle attire les gens, donc ils savent, ils le font. Mais quelqu'un de bon va pas faire du spectacle. Voilà, c'est tout. Il n'a pas les techniques de vente que l'on apprend dans les universités et tout ça. Il le fait avec son cœur, il le fait avec son âme et avec sa bienveillance. Alors bien sûr, hein, vous allez le payer, c'est normal, tout travail mérite salaire, mais il ne va pas vous embarquer dans des conneries. Donc en fait, le bon praticien est un technicien, pas un poète. Il va vous expliquer le comment, il va montrer les fuites, vous dire où ça se passe, il va vous expliquer pourquoi il a trouvé ça, il va donner des exercices de maintenance aussi. Et il ne cherche pas à vous faire revenir toutes les 15 jours ou les trucs comme ça. Non, il va travailler pour que vous alliez mieux et que vous puissiez être autonome. Personne, en fait, n'a le droit de vous dire qui vous êtes ou ce que vous valez en regardant vos couleurs. Si un expert essaye de prendre le pouvoir sur votre énergie en vous rendant dépendant de ses soins, fuyez, c'est un pirate. Mais un pirate dans un mauvais sens. Parce qu'on peut être un pirate en faisant les choses bien. Mais là, c'est un mauvais pirate, hein, franchement, voilà.
Quand on est là pour aider les gens, on est là pour les aider une fois et leur donner les moyens de ne pas revenir. Voilà, parce que de toute façon, c'est pas un problème d'avoir des clients, tout ça, on s'en fout. Je veux dire, tout le monde a des problèmes. Donc à partir du moment où tout le monde a des problèmes, voilà, autant aider les gens et après qu'ils ne reviennent plus jamais. Voilà, nous arrivons au terme de ce live. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a intéressé. Merci à ceux qui sont là sur le live. On va se retrouver dans quelques minutes, peut-être pas très longtemps. Je ne sais même pas combien de temps on va faire ce live, puisque je ne l'ai pas encore monté et que cette fois-ci, je l'ai enregistré d'un seul trait. Enfin, pas d'un seul trait, mais bon, bref. Donc, merci à vous. Merci à ceux qui vont le regarder en replay demain ou dans la semaine. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Et les autres, ceux qui sont sur le live, à tout de suite pour discuter un peu ou pas. Ciao, ciao!